Voici le dernier moment de Camille Claudel. La neige recouvrait les murs gris du sanatorium, mais à l'intérieur, ce n'était pas le froid qui rongeait la sculptrice, c'était l'abîme. Internée depuis près de 30 ans, elle avait perdu ses amis, sa liberté et surtout l'espoir. Mais ce que personne ne savait, c'est que Camille Claudel avait tenté, plus d'une fois, de se jeter par la fenêtre de sa chambre, cherchant à échapper à un enfermement qu'elle jugeait injuste et cruel. La muse, l'élève, l'amante du maître Auguste Rodin n'était plus qu'une ombre, une légende brisée derrière des barreaux invisibles. Car avant ces murs, il y avait la lumière. Dans les années 1880, Paris vibrait au rythme des cafés littéraires, des ateliers bruissants et des salons où se jouait la gloire des artistes. Camille, jeune femme à l'allure fière, au regard perçant, façonnait la terre et le marbre comme personne. Rodin, fasciné, la prit sous son aile et dans ses bras. Leur liaison devint un secret mal gardé, un volcan de passion et de jalousie. Mais dans les coulisses de cette romance artistique, une guerre sourde faisait rage. Camille voulait être reconnue pour son propre talent, pas seulement comme l'ombre du maître. Les années passèrent, et les désillusions creusèrent en elle un vide que ni la sculpture, ni les promesses d'amour ne purent combler. Les trahisons, les rumeurs, la rupture brutale avec Rodin, la perte de soutien du milieu artistique, tout l'entraîna dans une spirale de méfiance et d'isolement. Ses mains, autrefois créatrices, devinrent des armes contre ses propres œuvres. Dans des accès de rage, elle détruisit plusieurs de ses sculptures, comme pour effacer son nom avant que d'autres ne le fassent. Et puis vint l'internement. Décidé par sa famille, justifié par un diagnostic vague de paranoïa, il lui vola ses dernières années de liberté. C'est derrière ces murs que Camille tenta de fuir par la seule issue possible qu'elle voyait, les fenêtres donnant sur le vide. Mais on la retint, on la surveilla, et elle continua de dépérir, oubliée du monde. Aujourd'hui, son nom résonne encore dans l'histoire de l'art. Mais derrière les marbres et le mythe, il y a cette vérité sombre. Camille Claudel n'a pas seulement été emprisonnée dans un asile, elle a été emprisonnée dans la mémoire collective, figée entre génie et folie. Paris, fin du 19e siècle. Les pavés luisent sous la pluie, les fiacres roulent au ralenti dans la brume du soir. Et dans les ateliers des beaux-arts, l'air est saturé d'odeurs de plâtre et de poussière de marbre. C'est une époque où l'art se vit comme un acte sacré et dangereux à la fois, où les noms se gravent dans l'histoire au prix de batailles intimes et d'intrigues mondaines. Dans ce Paris vibrant, une jeune femme se détache de la masse, Camille Claudel. Elle n'est pas une artiste comme les autres. Fille d'un fonctionnaire, née en 1864, elle s'impose très tôt comme un prodige de la sculpture. À une époque où le talent féminin est souvent relégué à un hobby mondain, Camille ne joue pas dans les règles établies. Elle taille, elle sculpte, elle modèle avec une intensité presque sauvage. Sa détermination attire l'attention, et bientôt, celle d'un homme qui va changer sa vie, Auguste Rodin. Le maître est déjà célèbre, adulé dans les cercles artistiques. Mais Camille n'est pas une simple élève. Entre eux, la fascination est immédiate, électrique. Leur relation devient un secret public. Maîtresse, muse, collaboratrice, elle participe à certaines de ses œuvres les plus ambitieuses. Mais l'ombre de Rodin plane sur elle. Dans les salons, on murmure. Elle n'est que la main du maître, oubliant que ses créations portent une voix, une audace qui lui est propre. Et puis, derrière les éclats d'atelier et les éclats de rire, les fissures apparaissent. Camille rêve d'indépendance artistique, mais Rodin n'entend pas la laisser partir. Les rumeurs d'infidélité, de promesses non tenues, d'un mariage toujours repoussé, empoisonnent leur amour. Les critiques, souvent misogynes, se montrent cruelles. Pour certains, sa carrière ne tient qu'à sa liaison. Pour elle, c'est un affront insupportable. Le climat artistique de l'époque est impitoyable. Les salons officiels décident qui mérite la lumière et qui reste dans l'ombre. Les artistes femmes doivent lutter contre une double censure, celle du goût et celle du genre. Camille le sait, et chaque exposition devient une bataille pour sa reconnaissance. Derrière son regard dur et son allure fière, une fragilité s'installe, nourrie par la peur de ne jamais être reconnue à sa juste valeur. C'est dans cette tension permanente que germe la tragédie. L'histoire de Camille Claudel n'est pas seulement celle d'une femme trahie en amour, c'est celle d'un génie pris au piège des conventions,
du pouvoir des hommes et de ses propres démons intérieurs. Paris lui offrait un trône, mais aussi un précipice. Tout commence par un frisson à peine perceptible. Les amis proches le remarquent. Camille change. Elle travaille la nuit, ferme ses portes à double tour, se méfie des visiteurs. Les lettres qu'elle écrit à ses proches sont pleines de soupçons, de phrases hachées, de menaces voilées contre ceux qu'elle croit vouloir sa perte. Parmi eux, Rodin. Dans son esprit, le maître n'est plus seulement l'amant qu'il a inspiré, il devient l'homme qui l'aurait trahi, volé et cherché à la détruire. L'événement déclencheur, la rupture définitive. Un jour, Rodin ne revient plus. Le fil se rompt et Camille tombe. Elle parle de complot, d'œuvres volées, d'un réseau entier prêt à effacer son nom de l'histoire. Dans son atelier, elle détruit frénétiquement ses sculptures d'émoi, parfois des années de travail réduites en éclats de plâtre. Personne ne les possédera, aurait-elle crié. Ce geste est vu comme un acte insensé. Pour elle, c'est une dernière revendication de contrôle. Les rumeurs s'en mêlent. Les critiques évoquent sa démence, ses crises. Certains se moquent, d'autres s'inquiètent. Le pari artistique se détourne, les commandes cessent. Ses économies fondent comme neige au soleil. Camille s'enfonce dans la solitude et la pauvreté, vivant recluse dans un petit atelier glacé, mangeant à peine. L'hiver, elle brûle ses dessins pour se réchauffer. Puis vient la décision irréversible. En 1913, sa famille, excédée par ses crises et convaincue qu'elle souffre de paranoïa aiguë, l'enferme à l'asile de Montevergueux. Elle ne reverra plus jamais la liberté. Là-bas, le temps se distend. Les jours sont gris, ponctués par le bruit sec des verrous et les pas des infirmières. Camille écrit à sa mère, implorant qu'on la laisse sortir. Les lettres restent sans réponse. Alors, elle cherche d'autres issues, littéralement. Plusieurs fois, elle tente de se jeter par la fenêtre. Chaque tentative est empêchée de justesse. Les infirmières resserrent la surveillance, la déplacent dans une chambre plus éloignée des ouvertures. Elle ne cessera jamais de penser à cette porte vers le vide. Les conséquences sont implacables, l'oubli. 30 années derrière les murs d'un asile effacent peu à peu son nom des mémoires. Pendant que Rodin est célébré, que ses œuvres trônent dans les musées, Camille reste figée dans un silence de pierre. Sa vie publique s'est éteinte, son art relégué aux caves ou aux mains de quelques collectionneurs. La femme flamboyante qui affrontait Paris n'existe plus que dans les murmures. Mais même dans cet oubli forcé, une légende se forge, celle d'une artiste sacrifiée, d'un génie féminin broyé par l'amour, la société, et peut être par elle-même. Dans les archives jaunies de l'asile, on trouve encore les rapports médicaux rédigés d'une main froide et impersonnelle. On y parle d'idées délirantes de persécution, d'un tempérament violent, de tentatives d'évasion par les fenêtres. Mais aucun document ne raconte la brûlure intérieure qui dévorait Camille Claudel. Aucun ne parle de ces nuits où, dans sa chambre aux murs nus, elle se levait brusquement, attirée par l'ombre rectangulaire que projetait la fenêtre dans la lumière de la lune. L'appel du vide devenait un murmure familier. Les journaux de l'époque, eux, se nourrissent du scandale. Quelques lignes suffisent. L'ancienne muse de Rodin internée. Camille Claudel, l'artiste déchu. Les journalistes adorent la légende de la femme géniale tombée dans la folie. On commente ses colères, ses accusations contre Rodin, ses propos jugés incohérents. Mais personne, ou presque, ne questionne la brutalité d'un système qui enferme une femme à vie sans procès, ni possibilité réelle de défense. Dans les coulisses, la vérité est plus sombre encore. Certains proches confessent, des années plus tard, que son internement fut aussi une façon commode de la faire taire. Trop de colère, trop de lucidité gênante sur le milieu artistique et ses hypocrisies. Une femme brisée est moins dangereuse qu'une femme libre. Camille, privée de son atelier, de ses outils, de son art, est condamnée à n'exister qu'en tant que patiente. À Montevergueux, elle parle peu. Les pensionnaires la surnomment la dame silencieuse. Mais il arrive que brusquement, elle s'enflamme, lançant des phrases cinglantes. « Rodin a volé ma vie. Ils veulent me faire disparaître. » Pour le personnel médical, ce sont des délires. Pour ceux qui connaissent son histoire, ce sont peu être des vérités. La réaction du public est ambiguë.
Une partie la plaint, une autre s'en détourne, gênée par l'image dérangeante de la femme artiste qui refuse de se plier. Et puis le temps passe, l'oubli s'installe. Seuls quelques rares admirateurs continuent de parler d'elle, comme le sculpteur Paul Dubois ou certains critiques qui à voix basse murmurent « On n'a détruit plus qu'une vie, on a détruit une œuvre ». Lorsque Camille meurt en 1943, la guerre couvre presque entièrement la nouvelle. Elle est enterrée dans une fosse commune. Aucun monument, aucune pierre, juste la poussière et le vent. Le monde, occupé à ces drames, ne se retourne pas. Mais dans les années qui suivent, peu à peu, le nom de Camille Claudel revient à la surface, porté par ceux qui refusent que la vérité sombre avec elle. Car la vérité noire, la vraie, n'est pas qu'une histoire de folie. C'est celle d'un génie que l'on a brisé méthodiquement, d'une voix que l'on a étouffée jusqu'à l'effacement, et qui, malgré tout, continue de résonner aujourd'hui dans chaque éclat de marbre qu'elle a laissé derrière elle. Parler de Camille Claudel, c'est entrer dans un territoire où l'art et la tragédie s'embrassent, où la beauté côtoie l'abîme. On pourrait croire à l'histoire d'une artiste maudite parmi d'autres, mais ici, la blessure est plus profonde. Camille n'a pas seulement été vaincue par la folie, elle a été condamnée par un monde qui refusait qu'une femme s'impose sur la scène artistique au même titre qu'un homme. Faut-il voir en elle la victime d'un complot ou simplement celle d'une époque implacable? Les documents nous laissent perplexes. Certains affirment que son internement était nécessaire. D'autres parlent d'un enfermement abusif orchestré par sa famille et facilité par un diagnostic médical discutable. Dans les deux cas, la sentence fut la même, 30 ans d'oubli forcé. Et que dire de Rodin? L'amant, le maître, l'allié devenu adversaire. A-t-il sciemment œuvré à sa perte ou s'est-il contenté de la laisser tomber? Les archives ne tranchent pas, mais l'ombre qu'il projette sur son destin est indéniable. Il est difficile de ne pas ressentir une amertume en voyant l'un célébré dans les plus grands musées du monde, tandis que l'autre repose dans une fosse anonyme. Ce qui est certain, c'est que l'histoire officielle n'a pas été tendre avec elle. Longtemps, les expositions ont omis son nom, ou présenté son travail comme une curiosité marginale. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les musées et les critiques ont commencé à lui rendre justice, redécouvrant un talent qui rivalisait, et parfois surpassait, celui des plus grands. Alors que retenir? Qu'il y a, derrière chaque statue, chaque visage figé dans le marbre, une femme qui s'est battue jusqu'au bout pour exister. Qu'au-delà de la folie, il y a la lucidité d'une artiste qui voyait clair dans les jeux de pouvoir et qui a payé le prix fort pour l'avoir exprimé. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Était-elle victime des siens, d'un amant puissant, ou bien prisonnière de ses propres démons? Les témoignages, les œuvres, les silences laissent planer le mystère. Mais une chose est sûre, Camille Claudel ne mérite pas seulement un chapitre dans les livres d'art. Elle mérite une place entière dans notre mémoire collective. Il y a des histoires qui glissent entre les pages des livres, qui s'effacent des conversations, comme si elles dérangeaient trop pour être racontées. Celle de Camille Claudel en fait partie. Pendant des décennies, son nom a dormi dans l'ombre, comme ses sculptures oubliées dans les réserves des musées. Mais parfois, une lueur traverse la poussière, et l'on redécouvre ce visage fier, ce regard qui semblait défier le monde. On aime dire que le marbre est éternel, mais le souvenir, lui, ne l'est pas. Pourtant, chaque fois que l'on pose les yeux sur la valse, la petite châtelaine, ou sur ses mains de bronze qui semblent vouloir saisir l'air, on entend encore le murmure de Camille. C'est une voix douce, mais tenace, qui refuse de se taire. Je suis là, je n'ai jamais cessé d'être là. Peut être que son héritage n'est pas seulement fait de chefs-d'œuvre, mais aussi de cette leçon amère. Le génie n'est pas un bouclier contre la cruauté du monde. Elle nous rappelle que derrière chaque éclat de gloire se cache souvent un combat invisible et que la ligne entre reconnaissance et oubli est aussi fragile qu'un fil d'argile. Aujourd'hui, nous connaissons son histoire. Nous savons que derrière le mythe, il y avait une femme qui jusqu'au bout a cherché à échapper au mur qui l'enfermait. Ses fenêtres n'ouvraient pas seulement sur le vide, elles donnaient aussi sur l'idée de liberté. Camille Claudel n'est plus seulement l'élève ou la muse de Rodin. Elle est devenue un symbole, celui d'une voix que l'on a tenté d'étouffer, mais qui finit toujours par se frayer un chemin. Il y a des secrets qui, un jour, trouvent la lumière. Et désormais, vous connaissez celui-ci.